Qu'est-ce que la sécheresse? La sécheresse est un épisode de manque d'eau plus ou moins long, mais suffisant pour que les sols et la flore soient affectés. Ce phénomène peut être périodique ou bien exceptionnel et peut affecter une zone localisée comme un sous-continent entier. Suivant les régions du monde et leurs ressources en eau, la définition de l'état de sécheresse varie. En France, on considère qu'il y a sécheresse absolue lorsqu'il n'y a pas une goutte de pluie, moins de 0,2 mm par jour pendant 15 jours consécutifs. On distingue 3 types de sécheresse suivant les situations. La sécheresse météorologique ou atmosphérique, liée à la pénurie des précipitations sur une période donnée. La sécheresse agricole, qui est fonction du taux d'humidité du sol à 1 mètre de profondeur. Cette sécheresse dépend des précipitations, mais aussi de la nature du sol, des pratiques culturales et du type de plante. Ce type de sécheresse a des effets marquants sur la végétation. La sécheresse hydrologique se produit quand les réserves en eau des sols et les cours d'eau tombent en dessous de la moyenne. Cela peut être dû à une sécheresse météorologique particulièrement longue et intense, mais aussi à une surexploitation des ressources en eau. Dans beaucoup de pays, les sécheresses sont liées aux anomalies des températures de la surface de l'eau du Pacifique. Alors, le phénomène El Niño peut avoir des effets sur les sécheresses. Quand ce phénomène climatique se présente, l'Indonésie, l'Australie, le Japon, le sud de l'Afrique, le Chili, le Brésil et l'Alaska sont touchés par des sécheresses et des canicules sévères. On dit qu'il y aurait un temps sec et ou chaud selon un cycle de 28 ans en Europe de l'Ouest. En 1921, une sécheresse très importante a eu lieu, puis en 1949, un été chaud et sec. L'été 1976 a aussi été très chaud, puis sec, et c'est 28 ans après qu'une nouvelle sécheresse importante est revenue, soit en 2003. À quoi est dû ce cycle? Ça, on ne le sait pas encore. Les sécheresses peuvent avoir lieu un peu partout dans le monde, sauf dans les zones polaires et subpolaires qui sont les seules zones qui ne subissent pas de sécheresse. Les sécheresses entraînent plusieurs conséquences. Ruiner la production agricole d'une région, réduire la production hydroélectrique, entraîner des incendies de prairies ou de forêts, stopper la navigation fluviale, provoquer des pénuries d'eau potable et même, dans les cas extrêmes, déclencher un exode. En juillet 2003, une grave sécheresse a touché plusieurs pays européens, dont l'Autriche, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, l'Italie et la France, et a perturbé la circulation fluviale, notamment sur le Danube, et la production d'électricité. Aussi, nous pouvons faire une comparaison de l'Elbe avec un niveau élevé lors de l'année pluvieuse de 2002 et de l'Elbe avec un niveau bas lors de l'année sèche de 2003. Et nous pouvons remarquer une importante différence entre les deux quant à la superficie de l'Elbe. L'une des plus fortes canicules que l'on ait connues fut celle du 11 juin 2003 qui s'est abattue sur l'Europe. Une inondation est la submersion par des eaux douces ou salées d'une zone généralement émergée. Cette submersion peut se faire lentement ou brutalement et se répéter de manière régulière ou bien être plus anecdotique. Le terme inondation fait traditionnellement référence au débordement d'un cours d'eau qui submerge les terrains voisins. Il doit évidemment être étendu au débordement des ouvrages artificiels tels que les réseaux d'assainissement. Directement liées au phénomène météorologique, les inondations présentent les mêmes typologies. Elles peuvent être lentes, comme les crues du Rhône en 2003, et faire suite à une longue période de pluie. Elles peuvent également survenir ne serait-ce qu'après seulement 2 jours de pluie, comme à Florence en 1966, endommager de nombreux quartiers de la ville, envahir des édifices prestigieux et détruire de nombreuses œuvres d'art entreposées dans les sous-sols des offices. Elles peuvent être torrentielles comme à Nîmes en 1988 ou Vaison-la-Romaine en 1992. Elles s'accompagnent alors souvent de coulées de boue. Puisqu'il y a inadéquation entre la quantité d'eau à évacuer et les capacités hydrauliques, la prévention des inondations doit s'intéresser à plusieurs aspects. Le rétablissement ou l'amélioration des capacités d'écoulement, c'est-à-dire l'entretien des berges, le curage. Et la limitation de l'imperméabilisation des sols en milieu urbain, c'est-à-dire l'infiltration des eaux de toiture et des espaces verts, mais aussi en milieu rural et dans la gestion du ruissellement. Dans certains cas, l'inondation met en jeu des mécanismes hydrologiques plus compliqués, comme les crues de la Somme en 2001, causées principalement par une remontée de la nappe phréatique. Celle-ci aurait contribué jusqu'à 80% du débit du fleuve. Mais l'on ne doit pas oublier que la pluie est un phénomène aléatoire et qu'il en surviendra toujours une plus importante que ce qui a été prévu dans les calculs. Les documents d'urbanisme doivent donc intégrer cette contrainte et réglementer le droit à construire. En cas d'aléa important, le risque de dommages aux biens et aux personnes doit être pris en compte par un plan de prévention des risques d'inondation, soit PPRI. Diverses démarches sont en cours. Ainsi, en région parisienne, on a évalué les conséquences d'une crue centennale.
En dépit des travaux hydrauliques effectués en amont, sur la Seine et ses affluents, ses conséquences seraient aussi catastrophiques qu'en 1910. Les précipitations importantes du début de l'année 2002, conjuguées au niveau encore élevé des nappes phréatiques, a conduit les spécialistes à lancer une alerte au début de l'année 2002. Elle a permis une prise de conscience de la fragilité de certains équipements souterrains, comme le métro, les trains, les transformateurs électriques, ainsi que de nombreuses entreprises ou administrations. Des plans d'intervention ont été élaborés, tels que l'obstruction de certaines galeries de métro, et des archives ont été mises à l'abri. Les inondations font souvent beaucoup de victimes et de dégâts matériels. Elles sont aussi responsables de 40% des accidents mortels dus aux catastrophes naturelles à travers le monde. Mais dans certaines régions du globe, les inondations font partie du cycle naturel des saisons. Pendant des centaines d'années, les crues du Nil ont fait prospérer la civilisation égyptienne. De nos jours, de nombreuses zones tropicales sont tributaires de crues annuelles qui fertilisent les cultures et reconstituent les réserves d'eau pour la saison sèche. Les inondations résultent d'un certain nombre de conditions météorologiques. On en distingue deux grands types, les crues éclairs et les inondations étendues. Chacune a une origine, des caractéristiques et une durée différente. Les crues éclairs se produisent lorsque des pluies intenses et brèves ne parviennent pas à se disperser par infiltration, ruissellement ou écoulement. La cause la plus fréquente de ces inondations est un orage qui se déplace lentement et peut déverser d'énormes quantités d'eau sur une zone limitée en très peu de temps. Les orages qui se déplacent plus rapidement sont moins gênants à cet égard car ils donnent de la pluie sur une zone plus étendue. Les crues éclairs se produisent souvent dans les vallées et les gorges. Quand l'air humide est poussé vers la montagne, il s'élève et peut provoquer un orage accompagné de pluies torrentielles. Si le vent maintient l'orage stationnaire, l'eau peut ruisseler sur les pentes de la montagne et descendre jusqu'au fond de la vallée. Les gorges sont comme des entonnoirs qui accélèrent le débit de l'eau, donc la force emporte tout sur son passage. Les périodes de sécheresse de 1976, puis des années 1990 et plus récemment de 2003 et 2005 ont conduit les pouvoirs publics à engager une expertise scientifique collective axée sur l'incidence de l'agriculture sur la ressource en eau. Une analyse de l'ensemble de la littérature scientifique internationale a été réalisée par un groupe d'experts de différentes disciplines en vue de dresser un état des lieux sur la relation entre sécheresse et agriculture. Ce travail met à disposition des pouvoirs publics les éléments disponibles afin d'éclairer leurs choix pour notamment établir les bases physiques d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, réfléchir à la mise en place de systèmes de culture et de production et envisager des voies d'action économiques et politiques. La pollution des sols est un des problèmes majeurs causés par l'espèce humaine, mais la solution est peut-être dans la nature. À proximité de Toulouse, plus précisément dans la ville de Groslay, une espèce cousine du géranium est utilisée pour débarrasser les sols des métaux lourds tels que le zinc, le plomb, l'arsenic, mais aussi le chrome, sur lesquels cette technique testée en laboratoire a obtenu des résultats concluants. Ce projet est nommé Déplace métaux et repose sur la phytoextraction des plantes, soit leur capacité à tirer les métaux du sol, mais repose également sur l'utilisation d'une solution déminéralisante. Il suffit donc de planter des géraniums pour dépolluer. Ces plantes captent les métaux grâce à leurs racines, qu'elles concentrent dans leurs feuilles et leurs tiges. Une fois saturés, il faut récolter ces géraniums pour les traiter dans une usine spécialisée. C'est facile et surtout bien plus naturel que les autres méthodes de dépollution des sols, qui consistent entre autres à injecter des produits séquestrants dans le sol, ou à tamiser le sol. Et en plus, c'est plus joli, ce qui ne gâte rien. Il existe des moyens de lutte contre les inondations qui incluent de plus en plus d'opérations de renaturation telles que la restauration de zones humides, la réintroduction du castor, la lutte contre le ruissellement et contre l'imperméabilisation urbaine, le reboisement, la restauration de zones d'expansion de crues en amont, dès le haut du bassin versant, etc. Les documents et règlements d'urbanisme et d'occupation du sol permettent théoriquement d'interdire, voire localement de détruire des constructions en zones inondables. Certains règlements urbains imposent que les nouvelles routes et constructions soient conçues de manière à ce que les eaux pluviales soient stockées et infiltrées sur place. Autant que ce serait le cas en l'absence de construction, certaines régions ont financé des atlas des zones inondables par bassin versant, exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, comme document de portée à connaissance pour aider les communes à ne plus autoriser de construction en zone inondable. Prévenir le risque d'inondation et mieux gérer la crise implique un arbitrage à l'échelle du bassin versant entre différents acteurs aux intérêts divergents, amont, aval, urbain, rural, rive droite, rive gauche. Face à l'aléa des crues par débordement, il convient avant tout de préserver les champs d'expansion des crues qui existent encore dans les milieux naturels et reconquérir ceux non encore urbanisés. Quant à la réduction des crues par ruissellement urbain, elle passe par une moindre imperméabilisation des sols, l'aménagement de bassins de rétention. Il faut également mieux maîtriser l'urbanisation des zones inondables
et réduire la vulnérabilité de ces zones. Adapter les réseaux et infrastructures, moderniser la prévision des crues, améliorer la chaîne d'alerte et les plans de secours, sans oublier d'associer les populations exposées afin de les rendre acteurs face aux risques. Plusieurs plans ont été mis en place pour réagir face aux inondations. En voici un exemple. Le plan Rhône. Le Rhône est une ressource en eau précieuse, un lieu de développement économique privilégié et un axe fluvial vers la Méditerranée. Les inondations de 2002 et de 2003, avec leurs conséquences humaines et matérielles, ont rappelé qu'il est aussi un fleuve aux crues puissantes et dévastatrices. En 2004 était lancé l'appel du Grand Delta en faveur d'une politique globale à l'échelle du bassin du Rhône. Des politiques communes à mettre en œuvre étaient alors définies et associaient largement les populations et les acteurs socio-économiques à l'élaboration du plan Rhône. L'État, les régions telles que la Bourgogne, le Franche-Comté, le Languedoc-Roussillon, le Rhône-Alpes et la Provençale-Côte d'Azur, la Compagnie nationale du Rhône et le Comité du bassin Rhône-Méditerranée se sont engagés très activement dans un projet de développement durable du Rhône, conciliant les multiples usages du fleuve que sont l'énergie, le transport fluvial, la qualité des eaux et le tourisme, et la lutte contre les inondations. Quelques années plus tard, le plan Rhône dispose d'une gouvernance efficace et le programme d'études et de travaux est largement engagé.